Voilà, donc je vais vous parler des nouveautés en fait, sur le port fluvial d'Arles et je vais parler de son arrangement maritime, j'aurais dû préciser, face au Sainte-Marie de la Mer, parce qu'il a la particularité d'être une ville maritime, mais qui est dans l'eau. Et donc, elle a plusieurs amendements qui vont changer d'importance et de place, plus ou moins, en fonction un peu des mouvances en fait, des bras du fleuve. Et c'est au large de la Camargue notamment, et notamment au large de Sainte-Marie-de-la-Mer, qu'on a retrouvé, on s'y attendait pas du tout, des vestiges assez importants qui sont peut-être liés à des installations portuaires, et puis aussi beaucoup de bateaux, beaucoup d'épaves qui sont échoués, sans doute pour entrer dans cet espace et remonter le Rhône. C'est un peu ça en fait qui m'occupe depuis quelques années avec des équipes, et ce sont des opérations qui sont placées sous le contrôle du ministère de la Culture. Moi-même je suis archéologue, mais je suis conservateur à la chaîne du patrimoine, et donc c'est sous la tutelle à la fois du DRASM, qui est un organisme spécialisé en archéologie sous-marine et subaquatique, qui a été créé par le Malraux en 1966, mais aussi, puisqu'on est dans le Rhône, et il y a une limite fluviale, aussi sous le contrôle du service régional d'archéologie PACA. Alors, on commence en général l'émission en Camargue, d'abord, au mois de juillet ou d'août. C'est pas une zone très facile, en fait, la région de Sainte-Marie-de-la-Mer, parce qu'il y a toujours beaucoup de houle au large, et en même temps, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Alors, ce qui est un peu plus clair que dans le Rhône, mais c'est vrai qu'on a énormément de particules en suspension à cause de la houle, mais aussi à cause du courant du Bure et du Rhône, bien sûr. Le Rhône, le petit Rhône, au moins, qui continue à apporter des particules, même s'il en apporte moins que avant. Voilà, alors, dans ces missions que nous menons au Sainte-Marie-de-la-Mer, moi j'ai utilisé l'archéologue, d'autres bateaux, et à ce moment, on a le petit dernier du DRASM, qui est un bateau de 14 mètres de long, c'est le Triton, et qui nous permet, qui peut rentrer dans le port des Sept, c'est bien pratique. Et donc c'est avec lui qu'on mène ces missions au large des Sainte-Marie-de-la-Mer. Là, encore une carte qui est assez ancienne, donc on a qu'un petit nombre d'épaves, mais aujourd'hui il faut remplacer une cinquantaine tout autour. Vous avez donc la forme que prenait le rivage dans ce secteur. Vous voyez, c'est très arrondi en réalité. Et alors cet espace très arrondi que dessinent les épaves, en fait, il correspond à un lobe tout à fait naturel, puisqu'en réalité, le lobe de Beauduc, qui est encore aujourd'hui visible, prend absolument la même forme, et on a d'ailleurs à peu près sans doute la même échelle que le golfe et le lobe de Beauduc, avec des espaces dans lesquels on n'a pas d'épave encore pour l'instant, et ce sont sans doute les zones par lesquelles donc, le Rhône s'écoulait. Le Rhône donc apportait du sédiment qui va se heurter à la moule, qui elle aussi apporte du sédiment. Puis il y a aussi le Mistral qui en arrache aux dunes, et tout ça va constituer des bancs de sable. Alors il y a des bancs de sable donc, visibles qui émergent et qui donnent cette forme à la côte, et puis il y a tous ceux sur lesquels toutes ces épaves sont venues s'échouer. Donc on sait que sur ce littoral-là, on a toujours 3 bancs de sable. D'ailleurs, si vous allez vous baigner au large des Sainte-Marie, vous allez voir dans le premier banc qui est à peu près à 50 mètres du bord, il y en a un deuxième qui est bien au-delà à 100 mètres, et puis le dernier est à 300 mètres. Alors, évidemment, c'est des bancs qui sont sous-marins, qu'on ne voit pas. Alors là, on a de l'eau au genou, puis après ça remonte. On a 7 mètres chaque fois, entre 7 et 4 mètres entre ces bancs de sable sous-marins, et là, par contre, la hauteur d'eau, elle est de 1,20 m, 1,50 m, et là, 2,50 m. Donc, vous les imaginez. Là, on est à 300 mètres du bord, c'est une côte qui est très basse. Les bateaux, souvent, ne la voient pas, surtout quand vous avez des ferlantes qui cachent le littoral qui est très bas, bien sûr. Et avec des creux de 2 à 3 mètres, c'est clair que le bateau va venir casser sa quille directement sur ce banc de sable. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on étudie les archives. Et donc, les vaisseaux viennent se heurter leur quille et casser une partie du navire et perdre le gouvernail. Ça, c'est pour les archives post-médiévales et modernes sur le banc du large. Et ensuite, ils sont portés par la tempête, ils se mettent en travers la houle et viennent mourir en gros au niveau du deuxième banc. Alors, ça veut dire qu'en fait, tous ces vaisseaux antiques ont dû faire comme les vaisseaux modernes sur lesquels on s'appuie, c'est-à-dire qu'ils se sont échoués à peu près à ça. En gros, entre 150 et 300 mètres du bord. C'est une marge d'erreur qui est assez intéressante pour situer un littoral qui a 2 minutes. Et puis alors, un autre danger, c'est les péniches. Les péniches qui peuvent nous avaler par leur propulseur, là, nous transformer en steak haché.
Elles ne sont pas toujours très au courant de ce qu'on fait. Il y a des avis à la télé, bien sûr, qui sont envoyés par la VNF, les services de navigation. Mais s'ils sont partis de Marseille, de Fos ou de Lyon, ils n'ont pas forcément lu, ils ne se rappellent plus tellement où c'est. Et en effet, on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Alors, le Zodiac, vous avez vu, les embarcations rapides, c'est pour déposer les plongeurs à l'eau, pour surveiller les plongeurs, mais c'est aussi pour intervenir sur les péniches quand la radio ne suffit pas, pour les bloquer et pour les détourner de la zone où nous nous trouvons. Donc, le dernier danger, c'est les silures, donc les poissons-chats. Alors, dans le Rhône, ils font sans doute plus de 3 mètres, au moins jusqu'à 3 mètres. Les plus gros qui étaient pêchés sont à 2 mètres 70 ou 80. Mais après, ils sont tellement gros qu'ils cassent carrément les fils tressés qui servent à la pêche au record, qui sont donc catalogués aujourd'hui. Il faudrait des canettes d'acier, certainement avec le treuil, pour remonter les plus gros. Voilà, donc lorsqu'on se fait tirer la palme sur 1 mètre ou 2 par un de ces bestiaux-là, c'est un petit moment de solitude, on croit toujours que c'est une blague. Alors en même temps, ce sont les gardiens du trésor. Alors, on a passé un pacte, c'est pour ça qu'avec eux. Et le trésor, c'est un trésor archéologique, vous voyez, qui fait que le Rhône va conserver des inscriptions peintes. Vous voyez, les enfants avaient souvent, pas toutes, mais une bonne partie des enfants étaient bardés d'estampilles qui donnaient le nom du produit, la qualité, depuis combien d'années on avait fait macérer ces sauces de poisson, par exemple, et puis le nom de la personne à qui ces sauces étaient destinées. Voilà. Ça, on va les retrouver, si vous allez à Fos-sur-Mer ou ailleurs, le côté abrasif du sable marin, en fait, va effacer un peu comme le temple de Gex les enfants, et même l'engobe, la partie superficielle de l'enfant, va disparaître. On va avoir la pâte à nu, on n'aura pas l'enveloppe que les potiers avaient mis en place à l'origine. Et puis les céramiques aussi ont gardé leur vernis, mais ça marche aussi, l'eau douce c'est aussi un bienfait pour le métal. Il n'y a plus l'action des chlorures de sodium, d'une part, mais il y a surtout cette base fluviale. La base fluviale, elle va empêcher l'action de l'oxygène. En tout cas, elle va la limiter. Ce qui fait que, en plus, on n'a pas les organismes vivants marins qui vivent effectivement en mer. On n'a pas de Taredo navalis dans le fleuve, donc les épaves que l'on va retrouver. Le bois est gorgé d'eau, bien sûr, mais le bateau est conservé de manière complète, même s'il dépasse du sédiment. Voilà. Vous voyez les casseroles en métal, donc c'est des alliages cuivreux. Après restauration, alors presque c'est la restauration qui a été un peu, je trouve, abrasive, mais en tout cas ça montre que le métal est bien conservé. Ici, dans les stratigraphies, on avait retrouvé une glaive, il y avait des anneaux en fait sur les frettes qui étaient encore articulés, quoi. On avait l'impression que c'était une arme de théâtre. C'était donc une glaive du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a été lui aussi traité et qui est présenté au musée d'art. Et puis il y a effectivement ce portrait donc, que je rattache à César, qui présente en effet tous les traits caractéristiques, en fait, les marqueurs, on ne va pas le faire sur tout longtemps, mais juste pour rappeler qu'on y retrouve en effet toutes les marques physionomiques du visage de César sur les visages congolais. En fait, de son vivant, on connaissait que le portrait de Douskoulou. Si celui-ci est bien le portrait de César, ça en fait 2, et encore que le portrait de Douskoulou, c'est déjà un César très affaibli, sans doute peut-être un portrait qui a été effectué sur la base du masque de cire, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments sur le portrait de Douskoulou qui rappellent avec les ailes du nez qui sont serrées, les oreilles qui sont collées, l'aspect phase finale en fait, de ce corps qui est le corps d'un malade. On a vraiment l'impression que c'est César mort. Et pour le coup, tous les autres portraits de César, c'est-à-dire à peu près 20 à 22, qui sont connus, sont des Césars posthumes qui ont été faits sous différentes dynasties impériales et pour lesquels donc le chauve poitreux a retrouvé sa chevelure. On a souvent les indices capillaires du prince qui vit à l'époque. Donc c'est vrai que les autres portraits de César ont été instrumentalisés, ont été manipulés. Là, le portrait de César, de la vie unanime, c'est pas un sculpteur, c'est un chirurgien, il n'a pas sculpté le marbre, il a incisé la chair. Donc on va faire un grand sculpteur, c'est une sorte de modèle de Michel-Ange de l'époque. Ce portrait, il est parti d'un groupe qui s'est constitué 450 ans plus tard. Ça, c'est les découvertes de la stratigraphie. Ce groupe, il comprend Neptune, Bacchus, il y a plusieurs représentations de Bacchus, une pierre d'Artémis d'Éphèse, justement, parce qu'on parlait de Pétagonès tout à l'heure, il y avait aussi un culte d'Artémis d'Éphèse à Arles, ça nous l'a mené par les Grecs de Marseille,
à l'époque où l'art avait déjà été grec, et lorsqu'elle s'appelait Délimée. Vous avez des masques corniers de Bacchus, une statue d'Esculape. Dans ce groupe, on a aussi retrouvé une victoire aptère, une victoire en bronze doré. On a les Dioscures, on a des Vénus, à nouveau des Bacchus, on a toute une série de représentations de divinités. Entre 30 et 40 fragments de sculptures, et parfois des sculptures qui sont entières, mais qui ont été coupées en 4 ou 5 morceaux. La stratigraphie, alors ce sont des œuvres qui peuvent dater de la période de la République, à l'époque de César, c'est-à-dire autour de 50 ans de Jésus-Christ, peut-être au moment d'ailleurs où César arrive à Arles. Et puis on a des œuvres qui sont peut-être du 2e, du 3e, 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et pourtant, tout ce groupe va se retrouver au bord du Rhône, et vous voyez, ça représente une véritable anomalie par rapport aux autres découvertes qui sont assez sporadiques et assez dispersées. Sauf ici où là on a quand même des blocs. Mais là, c'est essentiellement des sculptures, et vous voyez, ça fait cet ensemble assez marqué. Et je vous parlais de la chronologie. Alors, ça, c'est les zones pliées jusqu'en 2017. En 2018, on a continué, donc on élargit, si vous voulez, le cercle, on fait le carré. Chaque carré, d'ailleurs, ici, fait 2 mètres de côté, donc c'est 4 mètres carrés de fouille. On arrive à fouiller entre, ça dépend des conditions de travail, mais jusqu'à une trentaine de carrés par an, au maximum, jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de profondeur, puisqu'on s'arrête à cette couche. Alors, une partie des sculptures était visible presque à la surface du sédiment ou des pierres, parce qu'on a beaucoup de pierres qui ont été amenées par les bateaux au 18e et 19e, et qui sont délestés de leur chargement de pierres, en fait, et donc qui recouvrent plus ou moins ces sculptures. Et puis ensuite, évidemment, la couche s'approfondit dans le sédiment, et donc on continue à trouver nos sculptures dans près de 2 mètres de vase. Cet ensemble, en fait, est bien daté par des monnaies, par des amphores et de la céramique. On a une population qui est christianisée, puisqu'on a beaucoup de bagues avec des chrismes. Et on est effectivement dans les années 395, peut-être même au début